Dans cette formation VBA Access, nous reprenons le développement de notre application que nous programmons pas à pas pour évaluer les candidats sur des QCM. Je vous rappelle que dans les formations précédentes, nous avions réussi à charger dynamiquement le contenu d'une liste déroulante en fonction des noms de tables qui font office de questionnaire pour que l'utilisateur puisse choisir le thème sur lequel il souhaite s'évaluer et que, par le biais d'une autre formation, nous ayons réussi à transmettre des paramètres d'un formulaire à un autre afin que le formulaire des évaluations puisse se charger du contenu de la table correspondant au questionnaire choisi par l'utilisateur. Ici, avant de poursuivre le développement de notre application d'évaluation, nous souhaitons purger la base de données de certaines informations qui ne sont pas nécessaires. Toutes les tables des questionnaires sont conçues selon le même moule. Il y a non seulement des champs qui ne sont pas utiles, comme par exemple ici le champ type, ainsi que le champ coef, ou encore le champ question passée. Et de la même façon, nous souhaiterions, en même temps que nous supprimons ces champs dynamiquement, dans un traitement productif par le code VBA, nous souhaiterions simplifier les informations données dans le champ réponse pour supprimer le préfixe choix et ne conserver que le numéro de la bonne réponse à la question posée. Donc nous allons mélanger du code VBA et des requêtes actions SQL de mise à jour. Pour ce faire et exécuter ce code récurrent, nous allons construire un tout petit formulaire qui permettra visuellement au clic sur un bouton de déclencher le code, de manière à ce que, à l'avenir, au simple clic, si de nouvelles tables étaient importées et conçues sur le même moule, et bien que le traitement puisse reprendre. Depuis le ruban créé, donc, nous choisissons un formulaire vierge, car ce formulaire n'est lié à aucune donnée de table. Puis, nous allons l'afficher en mode création, et nous n'allons pas perdre de temps à le mettre à jour. Nous avons besoin d'un bouton, donc depuis la section contrôle du ruban création, nous le sélectionnons et nous l'ajoutons directement sur le formulaire. Lorsque l'assistant se déclenche, nous l'annulons, car il s'agit ici de développer un code associé, le code qui permettra de purger les informations de la base de données. Nous activons la feuille de propriété pour ce formulaire et plus précisément pour ce bouton afin de le paramétrer quelque peu. Il s'agit d'un bouton qui va permettre de nettoyer les informations de la base de données, tant qu'à faire dans l'onglet Autres de sa feuille de propriété. Nous lui attribuons donc un nom explicite et puis nous allons en profiter pour modifier de la même façon sa légende, c'est-à-dire le texte qui apparaît sur le bouton. Une fois que ces petits paramétrages sont réalisés, il s'agit sans plus attendre de pouvoir développer le code associé à ce bouton. C'est pourquoi, et ça nous l'avons vu à maintes reprises au travers des formations VBA, par le biais du gestionnaire d'événements de la feuille de propriété du bouton, nous allons associer une procédure événementielle à son événement au clic en cliquant sur son petit bouton à 3 points et en choisissant le générateur de code. Si bien que, comme nous en avons l'habitude, nous basculons instantanément dans l'éditeur de code Visual Basic Access entre les bornes de la procédure nettoyer clic. Nettoyer étant le nom de notre bouton, et clique l'événement qui lui est associé, si bien que le code qui va être écrit entre ces bornes va se déclencher au clic sur ce bouton. Nous en profitons néanmoins pour enregistrer les modifications apportées à ce nouveau formulaire, et tant qu'à faire dans la philosophie des noms explicites, nous le nommons purger table, si bien qu'il apparaîtra désormais dans la liste des objets Access dans le volet gauche. Purger table. Nous pouvons donc désormais commencer à saisir le code qui a pour mission de pouvoir nettoyer cette base de données de façon donc productive et récurrente. La première chose que nous allons faire, comme toujours, est d'ajouter en en-tête de code l'instruction option explicite afin de demander à VBA de nous forcer à déclarer toutes les variables que nous utilisons pour éviter tout conflit ou toute erreur de notre part. Et comme vous le savez, comme nous allons accéder aux données de la base de données, nous allons ajouter par le biais du menu Outils, rubrique Références, la référence précisément à Microsoft ActiveX Data Object, c'est-à-dire ADO ou DAO en anglais. C'est la librairie qui est programmée en langage C qui va nous permettre d'instancier les objets
pour piloter les données de base de données, Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library, le numéro sur votre ordinateur peut dépendre de la version Office qui est installée. L'essentiel est de pouvoir ajouter la référence à ActiveX Data Object. Dès lors, nous allons pouvoir créer des objets et les instancier pour qu'ils héritent des propriétés et méthodes qui permettront de manipuler ces données de base de données. Comme toujours, nous commençons par déclarer les variables dont nous aurons besoin et tout d'abord par les variables de base de données. Nous utilisons le mot-clé dim pour initialiser la déclaration de variable, suivi du nom de variable la base arbitraire mais explicite qui va nous permettre de pointer sur la base de données en cours. C'est pourquoi nous le déclarons comme un objet de type database, ce qui est possible grâce à la référence que nous venons d'ajouter, ActiveX Data Object. Puis, nous avons besoin aussi d'un objet pour manipuler les champs de table, puisque je vous rappelle que nous allons supprimer certains de ces champs. Donc, nous le déclarons comme un objet de type field. Nous avons aussi besoin, pour pouvoir traiter toutes les tables de la base de données, d'un objet qui va permettre de désigner ces tables. Nous allons le nommer par exemple chaque table et nous le déclarons comme un TableDef, nous l'avions vu dans la formation précédente, c'est un objet de définition de table qui va permettre de pointer sur l'une ou les tables de la base de données. Ensuite, à l'issue, lorsque nous aurons purgé ces informations de base de données, il sera intéressant et utile de pouvoir compacter cette base pour pouvoir optimiser sa taille, mais aussi ses temps de réponse. Donc, nous aurons besoin d'un objet pour manipuler les fichiers et dossiers présents sur l'ordinateur grâce, et nous y reviendrons, à la fonction createObject que nous utilisons souvent maintenant, qui nous permettra justement de pointer sur ces fichiers et dossiers. Ensuite, nous avons besoin de variables pour mémoriser certaines informations textuelles. Nous déclarons donc une variable avec le nom non-copie comme un string pour pouvoir mémoriser le chemin d'accès complet et le nom de la copie que nous ferons pour pouvoir compacter la base de données, car il n'est pas possible par le code de compacter une base de données qui est ouverte en mode exclusif par l'administrateur, donc par le code VBA. Comme nous allons mettre à jour les informations du champ réponse afin de simplifier les données qu'il propose, nous utiliserons une requête SQL déclenchée par le code VBA. Cette syntaxe sera mémorisée sous le nom de variable requête que nous déclarons donc comme une chaîne de caractères, un string comme toujours. Enfin, comme nous allons parcourir à l'aide de boucles les informations des champs et des tables, nous avons besoin d'une petite variable compteur que nous allons appeler i arbitrairement et que nous déclarons comme un integer, c'est-à-dire un entier, capable d'être incrémenté à chaque passage. Comme toujours, n'oublions pas d'enregistrer les modifications et dans la foulée, nous allons initialiser et instancier les variables qui peuvent l'être. La première variable qui doit être initialisée est forcément la variable la base, puisque tout par-delà, tous les traitements doivent être réalisés sur la base de données en cours. Donc, nous utilisons, puisque c'est une variable objet, comme toujours le mot-clé set, pour pouvoir instancier une classe qui va permettre d'hériter des propriétés et méthodes qui permettront de manipuler les éléments de cette base de données grâce à l'objet application et à sa méthode currentDB qui permet de pointer sur la base de données en cours. Dans la foulée, nous allons instancier notre autre variable objet fichier qui va servir à manipuler les fichiers et les dossiers présents sur l'ordinateur, en l'occurrence pour la copie de sauvegarde et le compactage de la base de données. Je vous rappelle que c'est la fonction VBA createObject qui permet de créer un objet ActiveX selon la commande qui lui est passée en paramètre et pour les fichiers et dossiers. Maintenant, nous l'utilisons suffisamment souvent pour pouvoir la saisir, alors bien sûr sans faute d'orthographe et de syntaxe, file system object. Et puis nous pouvons fermer les guillemets et ensuite nous pouvons fermer la parenthèse. Alors je m'aperçois que ici la casse
n'a pas été corrigé par VBA, sans doute parce qu'il s'agit d'un objet externe. Donc nous allons prendre soin de la saisir correctement. Files, System, je vérifie en même temps que je l'écris. File, System, Object, et normalement nous sommes OK pour pouvoir poursuivre la déclaration de nos variables. Il nous reste donc à initialiser notre variable non-copie. Tant qu'à faire, nous allons mémoriser le chemin d'accès complet de la copie que nous réaliserons dans le but de compacter la base de données à l'issue du code grâce à l'objet application et puis dans la foulée à sa propriété currentProject qui permet donc de pointer sur le projet en cours, c'est-à-dire l'application Access, et de livrer une propriété dérivée path qui donne le chemin d'accès complet au dossier dans lequel se situe notre base de données à laquelle nous allons concaténer le nom du fichier nécessaire pour la sauvegarde. Et tant qu'à faire, nous allons donner un nom assez parlant avec l'extension accdb pour les bases de données Access, sans oublier bien sûr l'anti-slash qui va permettre de concaténer au chemin d'accès complet jusqu'au dossier. Maintenant que nous avons initialisé nos premières variables, il s'agit dans un premier temps de pouvoir parcourir toutes les tables qui doivent être traitées pour être nettoyées par le code VBA. Pour ce faire, nous allons répliquer le code que nous avions vu dans la précédente formation pour charger dynamiquement le contenu d'une liste déroulante des noms de tables avec une boucle for each qui permet de passer en revue tous les éléments d'un groupe d'éléments, en l'occurrence ici, toutes les tables des tables de la base de données en cours. Nous avons pour ce faire déclaré notre variable objet, chaque table, comme un objet de type table. Je vous rappelle que dans une boucle for each, il faut que la variable à gauche du mot-clé in soit du même type que la variable à droite pour chaque table dans toutes les tables de la base de données. Notre base de données est référencée par notre objet la base qui va offrir une propriété TableDefs qui est une collection qui renvoie l'ensemble des tables de la base de données en cours. Bien sûr, nous n'oublions pas dans la foulée de boucler notre boucle for each par le mot-clé next suivi du nom de la variable que nous utilisons pour boucler. Ici, pour nous assurer à ce stade qu'il n'y a pas d'erreur dans le code, non seulement nous pouvons lancer le débugger pour vérifier qu'aucune erreur de syntaxe n'a été générée, qu'aucune variable n'a été oubliée, mais nous pourrions faire un petit test d'exécution avec par exemple un petit MSGBox qui va générer une boîte de dialogue dont le but par exemple sera de pouvoir afficher, si notre code est fonctionnel, tous les noms, les uns à la suite des autres, des tables que nous sommes censés parcourir. Donc, propriété name de notre objet de type table, nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre formulaire que nous exécutons avec la touche F5 du clavier, et puis nous déclenchons l'exécution du code en cliquant sur le bouton nettoyer et constater qu'effectivement, dans notre MSGBox, apparaît le premier nom de la table, suivi du deuxième, et puis des autres, et nous allons pouvoir faire la même remarque que celle que nous avions constatée lors de la précédente formation, c'est que nous accédons par le code aux tables système de la base de données qui ne sont pas visibles pour un utilisateur lambda. Ça veut dire qu'il va falloir les exclure du traitement grâce à une instruction de branchement conditionnel que nous avons bien l'habitude d'exploiter désormais pour arriver ici à la fin de la liste des tables et constater donc que notre code est tout à fait fonctionnel. Ça démarre très très bien. Nous allons donc, dans un premier temps, supprimer notre MSGBox qui a été exploité à titre de test. Il s'agit, comme je vous le disais, d'exclure du traitement toutes les tables qui sont parcourues par la boucle qui commencent par les trois lettres MSY qui sont des tables système. Pour ne pas risquer des problèmes de casse, comme nous l'avions fait dans la formation précédente, nous utilisons la fonction VBA uCase qui permet de convertir en majuscules les informations qui lui sont passées en paramètres. Nous souhaitons lui passer les trois premières lettres de chacune des tables parcourues. Donc nous utilisons imbriquer la fonction left qui permet d'extraire par la gauche le nombre de caractères défini en deuxième paramètre. Le nombre de caractères de quoi? Eh bien,
du nom de la table. Et le nom de la table est renvoyé par la propriété name de notre objet de type table, chaque table. Nous souhaitons prélever les 3 premiers caractères, et donc, comme le propose la fonction left, eh bien, il s'agit d'indiquer ici la longueur, virgule 3. Une petite erreur a été générée puisque involontairement, j'ai changé de ligne. VBA a jugé que le code n'était pas terminé et il m'en a alerté. Donc je ferme aussi la parenthèse de la fonction uCase qui transcrit ces 3 caractères prélevés en majuscules pour les comparer, comme je vous le disais, aux 3 premières lettres des tables système MSY. Il faut effectivement que ces 3 premières lettres ne soient pas MSY pour nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une table système. Dans la foulée, nous souhaitons aussi exclure les potentielles tables temporaires dues à des copies qui peuvent être effectuées par le code. Même si ici elles n'ont pas de raison d'exister, nous allons néanmoins répliquer le code que nous avions conçu dans la précédente formation pour nous assurer que le premier caractère des tables parcourues, leur nom en tout cas, est bien différent du caractère tilde, car c'est ainsi que commencent en général, sont préfixées plutôt, les tables temporaires. Et enfin, nous allons exclure une autre table qui est une table particulière qui ne correspond pas à une table de questionnaire du QCM dont le nom est liste table. C'est celle que nous utilisions dans la précédente formation et c'est toujours vrai donc pour cette application liste table, celle que nous utilisons pour charger dynamiquement le contenu de la liste déroulante à l'ouverture du formulaire pour que l'utilisateur puisse effectuer le choix de son évaluation. Donc, dans notre boucle for each qui parcourt l'ensemble des tables de la base de données, nous commençons par émettre quelques conditions à respecter, à savoir que la table ne doit pas commencer par les 3 premières lettres MSY, elle ne doit pas être préfixée du caractère tilde, et elle ne doit pas se nommer liste table. Lorsque ces 3 conditions sont vérifiées, eh bien cela signifie que nous pouvons commencer à réaliser le traitement qui consiste à nettoyer ces bases de données en commençant par supprimer les champs que nous avons énumérés tout à l'heure, type coef et réponse passée, il me semble. Pour cela, nous allons cette fois-ci à l'intérieur utiliser une autre boucle, mais cette fois-ci une boucle for next avec le compteur i que nous avions judicieusement déclaré comme un integer afin de parcourir l'ensemble des champs des tables que nous sommes elles-mêmes en train de parcourir. Donc, pour la table qui est en cours de lecture, nous voudrions, pour l'ensemble des tables, pardon, nous voudrions pouvoir connaître le nombre de champs qu'elle contient. Eh bien, un objet de type table propose une propriété fields qui donc est une collection désignant l'ensemble des champs qu'elle contient, de laquelle dérive une propriété count, comme son nom l'indique, qui permet tout simplement de retourner le nombre de champs que contient la table que nous sommes en train de parcourir. Et pour chacune de ces tables, nous souhaitons donc parcourir l'ensemble des champs qu'elle contient, en partant du premier qui est à l'indice 0. C'est pour ça que nous n'allons pas jusqu'à count, mais jusqu'à count-1, parce que nous partons du principe, nous considérons que nous partons de 0 et pas de 1. Pour l'ensemble de ces champs, donc, il convient de supprimer les champs qui portent les noms type, coef et question passée. Il est important de comprendre ici que nous aurions pu utiliser aussi une boucle for each pour parcourir l'ensemble des champs de la table, mais pour cela il aurait fallu déjà déclarer une variable objet de type field. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? Tout simplement parce que lorsque ces champs que nous souhaitons supprimer seront découverts, nous allons effectivement les supprimer. Et en les supprimant, le pointeur va naturellement se placer sur le champ suivant. Puis, au passage prochain dans la boucle, le pointeur va de nouveau sauter un champ, si bien que, à force, nous allons omettre de supprimer certains des champs à cause de ce double saut. Alors qu'une boucle for i va tout simplement nous permettre, au moment où nous supprimons un champ, de décrémenter la variable qui permet de boucler pour pouvoir replacer le pointeur sur le bon champ à lire pour nous assurer qu'il ne s'agit pas là non plus d'un champ à supprimer. Nous allons faire, là encore, pour savoir s'il s'agit de champs à supprimer dans le but de nettoyer la base de données, faire un test sur les noms des champs. Et l'intérêt, c'est que maintenant que nous avons notre objet
chaque table qui désigne la table en cours de lecture. Nous avons vu que nous avions une propriété fields qui renvoie une collection qui correspond à l'ensemble des champs de la table que nous allons désigner par l'indice que nous sommes en train de lire dans la boucle, c'est-à-dire s'agit-il du premier, du deuxième, du troisième, etc. Et grâce à cet indice, nous allons pouvoir ensuite accéder à sa propriété dérivée name qui va renvoyer pour le champ à l'indice désigné le nom de ce champ. L'objectif est de savoir si ce nom de champ, par exemple, ne serait pas le champ type que nous souhaitons supprimer, ou bien, donc mot-clé OR, et on va en profiter pour récupérer l'instruction qui a été codée précédemment, histoire de ne pas avoir à la recoder, pour pouvoir refaire un test sur le nom du champ en cours de lecture et savoir si d'aventure il ne s'agirait pas du champ coef. Et nous allons ici fermer la parenthèse de notre instruction if. Nous ajoutons le mot-clé then qui signifie alors. Nous n'oublions pas de boucler notre instruction if et vous remarquez que nous n'avons pas englobé dans le test, qui n'est pas exclusif puisque nous utilisons le mot-clé or, nous n'avons pas englobé le champ question passée, tout simplement parce que à force de décrémenter la variable i au fur et à mesure que nous allons supprimer ces champs, eh bien, la boucle sera incapable de parcourir l'ensemble des champs jusqu'à la propriété count, tout simplement parce que nous en aurons supprimé, il n'en existera plus autant. Donc le code risquera de planter. Pour pas qu'il ne plante, lorsque nous arriverons au champ question passé, lorsque nous aurons supprimé ce champ, nous sortirons de la boucle pour éviter les problèmes. Ici, dans un premier temps, s'il s'agit donc soit du champ type, soit du champ coef, nous souhaitons le supprimer. Eh bien, notre objet chaque table, par le biais, encore une fois, de sa collection, sa propriété fields, propose une méthode qui se nomme delete, comme son nom l'indique, qui permet de supprimer tout simplement le champ dont le nom est passé en paramètre. Eh bien, nous le connaissons ce nom, puisqu'en l'occurrence, nous pouvons y accéder grâce à sa propriété name dès lors que nous avons indiqué quel était son indice. Par la collection fields, donc nous allons tout simplement supprimer ce champ parce qu'il s'agit soit du champ type, soit du champ coef. Et dans la foulée donc, il faut nécessairement ne pas oublier de décrémenter cette variable i pour pouvoir se replacer sur le prochain champ, car en supprimant un champ, fort logiquement, ce qui se produit, c'est que le pointeur va être naturellement positionné sur le suivant. Or, les champs type et coef, dans la chronologie de la table, des tables, se suivent. Ça veut dire que le champ coef, par exemple, serait ignoré, serait oublié. Nous allons faire la même chose pour tester si nous sommes en cours de lecture, comme je vous le disais, sur le dernier des champs à supprimer dans cette table, qui se nomme cette fois-ci question passée. Donc il faut bien respecter sa syntaxe, son orthographe. Il se nomme question passée avec des accents qui sont très peu conseillés dans les noms d'objets, les noms de champs de contrôle que l'on peut donner en programmation, en base de données, etc. L'objectif est le même. Si nous tombons en effet sur le champ dont le nom est question passée, nous devons le supprimer. Donc nous utilisons exactement la même instruction, c'est-à-dire la méthode delete de la collection field de l'objet de type table, cette méthode delete qui demande le nom du champ grâce à sa propriété name, que nous pouvons donc récupérer de la sorte, et dans la foulée, comme nous estimons que nous avons donc traité tous les champs pour la table en cours de lecture que nous souhaitions supprimer, eh bien, nous utilisons l'instruction exit for pour mettre fin à la boucle qui parcourt l'ensemble des champs pour chacune des tables, car je vous rappelle que c'est une boucle imbriquée, d'où un traitement productif. Pourquoi exit for? Une fois encore, pour que le code ne génère pas d'erreur du fait que nous avons supprimé des champs et que la propriété count n'est plus vraie. Nous pourrions tester le code à ce stade pour nous assurer que les traitements sont corrects. Alors comme vous le constatez ici, j'ai rajouté l'instruction if, vous voyez c'est une petite erreur, on va dire de précipitation. Il est toujours conseillé lorsque vous ajoutez des instructions qui doivent être bornées, avant de coder leur contenu, de les borner tout simplement par leurs mots-clés. Et dès lors, tout devrait bien se passer. Alors là, il y a un petit message qui se déclenche, mais c'est pas bien grave, ça ne va pas nous empêcher de continuer le développement de notre code.
Donc, nous allons pouvoir tester effectivement la fonctionnalité de notre code VBA à ce stade. Nous revenons sur l'application Access. Alors, avant d'exécuter peut-être notre code par le biais du bouton, nous constatons que les champs type coef et questions passées sont bien présents pour n'importe quelle table. Vous voyez que ici, nous ouvrons un autre questionnaire et que l'ensemble de ces champs qui doivent à l'issue disparaître sont effectivement proposés dans l'énumération des champs de table. Donc, nous pouvons maintenant exécuter notre formulaire, touche F5 du clavier par exemple. Nous cliquons sur le bouton nettoyer pour déclencher le code. En apparence, rien ne se produit. Si nous ouvrons notre table Adobe Photoshop, vous remarquez effectivement qu'entre les champs questions et choix, type et coef ont disparu. Et il en est de même derrière pour le champ qui se nomme question passée. Qu'en est-il pour les autres tables, puisque l'objectif est de pouvoir les traiter toutes ensemble? Et bien constatez que notre code fonctionne parfaitement, puisque l'ensemble des tables a bien été traité. Tous les champs que nous avons désignés dans les boucles imbriquées ont bien été supprimés grâce à la fameuse méthode delete de notre collection fields d'un objet de type table. Si bien que nous pouvons poursuivre le développement, puisque je vous rappelle que l'objectif aussi est de pouvoir mettre à jour les informations de chacun des questionnaires afin de simplifier l'information de la bonne réponse en supprimant le préfixe choix suivi d'un espace pour ne conserver que le numéro de la bonne réponse. Donc, nous retournons dans notre éditeur de code visuel basique, maintenant que nous avons bien constaté que tout était fonctionnel, pour pouvoir poursuivre avec la mise en application cette fois-ci d'une requête SQL de mise à jour déclenchée par le code VBA. Alors c'est particulièrement intéressant car nous avions déjà mis en œuvre des requêtes SQL pour accéder aux données d'une table, mais seulement de sélection, alors que là, il s'agit d'une requête action. Bien entendu, ce code, cette requête, doit être effectuée pour chacune des tables. Il faut nécessairement donc que nous soyons situés dans la boucle for each qui permet de parcourir chacune des tables de la base de données, et aussi dans la vérification du critère pour nous assurer que nous ne sommes pas sur une table de type système ou encore la table liste table. Par contre, nous devons bien être en dehors de la boucle for i qui, elle, permettait de parcourir l'ensemble des champs des tables. Donc, nous restons seulement dans les bornes de la boucle qui parcourt les tables pour pouvoir construire l'expression de notre requête SQL que nous allons donc mémoriser dans la variable requête que nous avions déclarée comme un string à cet effet. Le mot-clé SQL, qui est un langage pour attaquer les bases de données universelles, Structured Query Language, le mot-clé donc qui est utilisé pour la mise à jour est le mot-clé update suivi du nom de la table. Comme certains de nos noms de table ont des espaces, afin de bien délimiter ce nom, nous allons l'encadrer par des crochets, comme nous le faisons d'ailleurs souvent avec le générateur d'expression pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la syntaxe que nous sommes en train de construire. Ce nom de table est une variable. Donc, après les crochets, nous fermons les guillemets de l'information statique pour pouvoir, avec le et commercial, concaténer avec l'information variable du nom de table récupéré par la boucle par le biais de notre objet chaque table et de sa propriété name, qui renvoie donc le nom en cours de lecture que nous concaténons pour reprendre l'expression statique. Donc nous rouvrons les guillemets et fermons le crochet qui délimite le nom de la table. La construction de notre syntaxe SQL avec le mot-clé set qui, une fois que nous avons défini qu'il s'agissait d'une requête mise à jour sur la table désignée juste après le mot-clé update, set qui va permettre de définir avec les instructions qui suivent le ou les champs sur lesquels nous souhaitons faire des modifications. Il faut, dans le champ réponse, puisque c'est son nom, modifier le préfixe choix suivi de l'espace, ou plutôt le remplacer par du vide, c'est-à-dire le supprimer. C'est pour ça que nous allons utiliser la fonction replace qui existe dans la syntaxe SQL et qui demande 3 paramètres. Le premier étant tout simplement le nom du champ sur lequel, l'information contenue par le champ sur lequel nous agissons. Et en deuxième paramètre, quelle est l'information, l'occurrence si vous préférez, qui est à
trouvé pour être remplacé. C'est choix suivi d'un espace. Donc, nous l'inscrivons entre simples cotes. Pourquoi entre simples cotes? Parce que nous sommes déjà entre doubles cotes. Si nous rajoutions des doubles cotes, eh bien, il y aurait une erreur de syntaxe générée, parce que VBA considérerait que nous aurions terminé la construction de notre expression statique, que nous souhaitons remplacer par dernier paramètre de la fonction replace, par rien. Donc, nous inscrivons deux fois une simple cote, c'est-à-dire touche 4 du clavier, pour dire que, eh bien, nous allons inscrire une chaîne de caractères vide. Et nous fermons cette fois-ci la double cote, donc la touche 3 du clavier, pour pouvoir ensuite déclencher l'exécution de cette requête update pour chacune des tables parcourues dans la boucle for each. Et c'est très simple en VBA, puisque maintenant que nous avons déclaré notre référence à ActiveX Data Object, notre objet la base, qui a instancié un objet de base de données, propose une méthode qui se nomme execute, qui permet tout simplement d'exécuter la requête qui lui est passée en paramètre, si tant est que sa construction, sa syntaxe soit correcte, ce qui devrait être le cas avec notre syntaxe construite et mémorisée sous le nom de variable requête. Eh bien, il s'agit d'enregistrer ces modifications et d'aller tester si à ce stade, notre code, une fois encore, est fonctionnel. Vous voyez que finalement, les instructions sont relativement simples. Je vous rappelle que l'objectif est qu'à l'issue, tous les préfixes choix aient disparu lorsque nous viendrons rouvrir chacune de ces tables pour constater les modifications traitées par notre code VBA. Nous exécutons donc de nouveau notre formulaire, nous cliquons sur le bouton nettoyer pour déclencher le code. Déjà, aucune erreur n'est générée. Grâce à nos boucles imbriquées et à notre gestion des exceptions par l'instruction if, eh bien vous constatez que bien que les champs n'existent plus dans ces tables, aucune erreur n'a été générée, ils ont été ignorés, et si nous double-cliquons sur la première de ces tables, nous constatons que notre requête de mise à jour update a parfaitement fonctionné pour modifier les informations du champ réponse pour qui plus est toutes les tables présentes dans la base de données. Remarquez que si effectivement, et c'est un constat très intéressant, si nous avions une centaine de tables toutes construites sur le même moule ici, eh bien notre code qui permet de purger ces bases de données ne serait pas plus important, il permettrait aussi rapidement, effectivement, non seulement de supprimer tous les champs comme nous l'avons déjà constaté préalablement, mais de mettre à jour tous les enregistrements. Il y en a 56 par exemple dans cette table pour le champ réponse de chacune des tables. Donc voilà un code on ne peut plus productif et sécurisé, car manuellement ce genre de traitement est inconcevable. Ce ne serait pas logique de le faire à la main. Eh bien, notre code qui permet de nettoyer et purger les informations des tables de la base de données est parfaitement fonctionnel. Ce que nous souhaitons faire à l'issue, c'est de pouvoir, comme je vous le disais, compacter cette base de données qui se trouve dans un dossier, le dossier de l'application, et qui pèse un certain poids. Normalement, puisque nous avons justement allégé ces informations, nous avons supprimé 3 champs pour chacune des tables, et pour le champ réponse, nous avons simplifié l'information qu'il contient. Le fait de compacter cette base de données devrait normalement en même temps réduire sa taille et optimiser les ressources et les temps de réponse. Car ça veut dire que tous les petits trous qui existent dans le fichier vont être supprimés. C'est l'intérêt du compactage, car un gestionnaire de base de données écrit en temps réel sur le disque dur. C'est pour ça que nous avions à juste titre donc notre objet fichier qui, comme vous vous le souvenez, propose une méthode copyfile. C'est un objet ActiveX, donc vous constatez que la méthode n'est pas proposée par IntelliSense. Il s'agit de lui donner quel est le fichier à copier. Le fichier à copier est tout simplement reconnu par le nom de la base de données en cours, auquel nous accédons par le biais de l'objet application, de sa méthode currentDB, et puis sa propriété dérivée name, et là nous avons le chemin complet de la base de données en cours. Nous désignons tout simplement notre propre base, que nous souhaitons tout simplement enregistrer temporairement sous le même nom, dans le but de pouvoir la compacter, car je vous rappelle que, étant donné que notre base est ouverte en mode exclusif par le code VBA, il n'est pas possible de la compacter dès lors qu'elle est ouverte. Donc nous allons faire comme nous l'avions réalisé dans la précédente formation.
en crée une copie temporaire sous le même nom avec une extension supplémentaire SRO que nous concaténons entre double cotes et nous rajoutons le paramètre true qui permet d'indiquer à VBA d'écraser le fichier si une copie du même nom existe déjà. Ensuite donc, grâce à l'objet dbEngine, nous pouvons accéder à une méthode qui se nomme CompactDatabase, qui permet tout simplement de compacter la base de données désignée en paramètres sous un nom à définir. Eh bien, la base de données désignée en paramètres est tout simplement celle dont nous venons de créer la copie, donc reconnue par exactement la même instruction, application.currentdb.name extension SRO, sous un autre nom, puisque à l'issue nous allons obtenir effectivement une copie compactée de cette copie elle-même temporaire que nous avions judicieusement mémorisée sous la variable non-copie en début de code. Normalement, notre copie compactée devrait s'appeler safe.accdb. À l'issue donc, puisque nous avons normalement à ce stade compacté sous encore un autre nom notre base de données ainsi purgée et nettoyée, eh bien, il s'agit, pour que notre code soit propre, de supprimer la copie temporaire que nous avions créée à cet effet et notre objet qui permet de manipuler les fichiers et les dossiers grâce à la fonction createObject propose une méthode deleteFile à laquelle nous allons passer comme paramètre le nom de la base, ou plutôt du fichier à supprimer, toujours reconnu sous le même nom reconstruit avec la concaténation à l'extension SRO. À l'issue, je vous rappelle que puisque nous avons déclaré des variables objets et notamment que nous avons ouvert la connexion à la base de données, la base, nous fermons cette connexion par sa méthode close et nous allons, les uns à la suite des autres, réinitialiser notre objet à rien grâce au mot-clé nothing afin de les décharger de la mémoire pour que les ressources ne continuent pas d'être exploitées. Nous allons faire la même chose avec notre objet fichier et puis avec aussi les objets que nous avons utilisés tout simplement pour manipuler les tables et les champs. Toujours le mot-clé set, donc chaque table pour notre objet de type table, et ainsi nous pourrons considérer que notre code sera suffisamment propre à l'issue, puisque nous n'aurons rien oublié. Nous allons tout de même déclencher le debugger pour nous assurer que le code est fonctionnel à ce stade, et nous allons resimuler l'ensemble de l'exécution de notre code, même si nos tables sont déjà purgées, pour voir si à l'issue, nous obtenons bien une copie compactée de la base de données. Notre code a fini, donc constatez que nous avons bien une copie qui n'était pas présente tout à l'heure, qui s'appelle safe.accdb, et qui fait quasiment 2 fois moins de poids que le fichier d'origine, puisque après avoir supprimé les champs et mis à jour de façon simplifiée les informations du champ réponse, forcément nos données sont moins volumineuses, d'où l'intérêt de pouvoir, après un traitement comme celui que nous avons réalisé, de pouvoir copier la base de données et de la compacter pour optimiser les ressources. Voilà pour ce code VBA qui permet de purger et nettoyer les informations de base de données dans des boucles imbriquées afin de rendre plus productif le traitement. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. On se retrouve pour la suite des formations qui consistent à développer notre application des QCM avec VBA Access, et comme vous le savez, sur le site bombage.fr, vous trouverez toutes les autres formations, quel que soit le logiciel. Je vous remercie.